Bonsoir. Je suis Teddy Furon. Je suis directeur de recherche à l'INRIA. C'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Vous connaissez sûrement pas, hein? Non, hein? Bon, alors pour faire vite, c'est le CNRS de l'informatique. Ou alors, l'INSERM est à la santé, ce que l'INRIA est à l'informatique. Voilà. Et donc, je travaille à Rennes, sur le campus de Beaulieu. Je suis un chercheur, donc je ne fais que de la recherche, je n'enseigne pas. Et en ce moment, mes préoccupations, c'est sur l'intelligence artificielle et puis les dangers ou les vulnérabilités de l'intelligence artificielle. Alors, donc je suis aussi un feignant qui n'a rien préparé du tout. Je suis venu les mains dans les poches. Donc, merci à Coralie de m'avoir invité. Mais je lui ai dit, bah, moi, j'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit. Et donc, c'est là qu'on a réfléchi. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas avoir une conversation. Et donc, qui dit conversation, c'est qu'on est plusieurs à parler. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Et donc, ça veut dire aussi que moi, je vais improviser. Je ne sais pas où va nous mener nos discussions dans la soirée. Je ne sais pas. On verra. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours et puis de ce qui vous a poussé du coup à travailler sur le sujet des IA génératives plus particulièrement? Alors mon parcours, donc c'est un parcours c'est un bac scientifique, classe préparatoire, après une école d'ingénieur, après faire une thèse. Alors moi, pour mon cas, c'était une thèse qu'on appelle industrielle, une thèse CIFRE. Donc j'ai fait ça à l'intérieur d'une entreprise qui s'appelait à l'époque Thomson et que maintenant qui s'appelle Technicolor. Voilà. Après ma thèse, j'ai fait un postdoc en Belgique, à l'Université catholique de Louvain. Et puis, j'ai passé des concours et j'ai été pris chercheur à l'INRIA. Ça, c'était en 2002. Alors après, j'ai fait des petits allers et venus entre le milieu académique et puis l'entreprise. Je suis retourné travailler à Technicolor. J'ai travaillé un tout petit peu avec, entre guillemets, Hollywood. Et puis, je travaillais sur la sécurité des contenus multimédia. Donc des histoires de copyright, de protection de copie. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu la révolution de l'intelligence artificielle qui est venue. Et que je me suis dit, au lieu de faire la sécurité des contenus multimédia, je vais faire la sécurité de l'intelligence artificielle, de ces algorithmes qui finalement analysent des données et qui génèrent aussi des données. Voilà. Du coup, j'ai une question d'un point de vue pratique. Comment vous analysez? Vous analysez les modèles ou alors vous en construisez? Vous faites de la rétro-ingénierie? Comment vous faites en fait pour analyser les modèles actuels d'IA générative? On va peut-être un petit peu vite là. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'IA. Alors déjà, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Et l'IA générative, c'est l'intelligence artificielle qui génère des données. Il y a deux grandes classes d'intelligence artificielle. Il y a celle qui analyse les données pour prendre des décisions. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui génère des données. Peut-être que vous connaissez ChatGPT. Ouais, donc c'est une intelligence artificielle qui génère du texte. Peut-être que vous connaissez Stable Diffusion, Midjourney. Ce sont des intelligences artificielles qui génèrent des images. Voilà. Si on reprend à la base, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'IA a amené de révolutionnaire dans sa manière de fonctionner en termes de logiciels? Oui. Et aussi peut-être nous expliquer quelles sont ces méthodes d'apprentissage. D'accord. C'est quand même hallucinant. Alors, l'appellation moderne d'intelligence artificielle, elle date de 2012. Alors, on parlait avant d'intelligence artificielle comme étant un rêve plutôt. On peut penser par exemple à Kasparov qui se fait battre par un ordinateur. On peut penser aussi à un grand joueur de Go qui se fait battre par un ordinateur. Alors est-ce que ça c'était de l'intelligence artificielle? Pas au sens moderne du terme. Au sens où là ce sont des jeux où en fait l'ordinateur va explorer
des possibilités. Il va dire si je bouge cette pièce là sur l'échiquier, qu'est-ce que l'attaquant peut faire, comment je pourrais répondre. Et puis j'ai plusieurs mouvements possibles, et lui aussi. Et donc du coup il y a une espèce de ensemble des possibles qui est énorme et qu'il va falloir explorer de manière efficace pour dire bah, ça potentiellement c'est un bon mouvement. Donc c'est avant tout quelque chose de combinatoire. Et là ce qu'il faut c'est de la puissance de calcul. Voilà. L'intelligence artificielle à partir de 2012, elle est née avec un algorithme qui s'appelle AlexNet, qui a résolu le problème ImageNet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ImageNet? ImageNet, c'est une grande collection d'images, où à chaque fois, il y a un objet. Une tasse de café, un panda, un singe, un chien, un avion, un bateau, etc. Le jeu, c'est de faire un algorithme qui prédit, qui dit, bah, dans cette image, il y a ça. Donc il y a des centaines de milliers d'images, et puis il y a 1000 catégories possibles. Donc la réponse qu'il doit donner, c'est une parmi 1000. Donc c'est beaucoup de catégories, on appelle ça des classes. Et donc ce problème existait depuis avant 2012, hein, cette collection d'images qui ont été annotées, donc on sait à chaque fois quel objet, il y a un humain qui a dit, ça c'est un panda, ça c'est un singe, ça c'est un... Et ben avant 2012, grosso modo, on savait faire des algorithmes qui avaient un taux d'erreur de 25%. Et on plafonnait à 25%. Et à chaque année, donc, il y avait un challenge qui était fait, et alors on gagnait un pouillème à chaque fois. Et donc on se disait, ben, ça c'est un problème compliqué, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle de la vision par ordinateur, comment un ordinateur peut voir une image. Pour nous, ben, je vous vois bien, hein, je vous vois que vous êtes des humains assis confortablement, voilà. Mais pour un ordinateur, lui, il a une image, donc c'est un tableau de pixels, et des pixels, ce sont des valeurs entre 0 et 255. Il ne voit que des nombres, un ordinateur. Hein. Alors comment il peut utiliser ces nombres pour déduire que, ben, là, il y a un panda, là, il y a un singe, etc. Ça, c'est un problème qu'on ne savait pas résoudre. En 2012, donc, il y a un algorithme qui s'appelle AlexNet, qui lui a baissé le taux d'erreur à, je ne sais plus, mais il a gagné 10 points. Et c'était vraiment une révolution, parce qu'on vraiment plafonnait à 25%. Et d'un coup, paf! Et cet algorithme-là, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Voilà, donc on a réussi à entraîner. Et la révolution, c'est que bah, toute la communauté de chercheurs qui travaillaient dans ce domaine-là, la vision par ordinateur, a laissé tomber ces outils et n'utilise maintenant plus que des réseaux de neurones. Et l'année d'après, c'est encore un autre réseau de neurones qui a gagné, encore un autre et encore un autre, et maintenant, on est à des taux d'erreur de 1%. L'humain fait 5% d'erreur. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas compliqué de faire la différence entre un singe et un panda, comme on peut faire 5% d'erreur. En fait, il y a 1000 classes, donc en fait, c'est pas un chien qu'il faut trouver, c'est la race de chien. C'est pas un chat, c'est la race et des papillons et des araignées, etc. Moi, je suis nul en chien et je me fais... j'ai un taux d'erreur très fort. C'est quoi un réseau de neurones? Alors, un réseau de neurones. Donc, les réseaux de neurones, c'est une architecture particulière d'algorithmes qui date des années 50. Un neurone, c'est quelque chose qui va prendre des données, donc des nombres, qui va les assembler pour créer une sortie, un autre nombre. Donc c'est avant tout, je reçois des données, je les fusionne et j'en fais un autre nombre. Après, on va avoir plein de neurones qui vont être organisés. Chacun va prendre des données, les mélanger à sa façon, redonner des valeurs. Ces valeurs vont être transmises à d'autres neurones qui vont assembler la sortie des premiers neurones en d'autres valeurs et ainsi de suite. Donc on les organise par couches. Voilà. Chacun prend les données d'entrée, les fusionne, fait une valeur de sortie, que les neurones de la deuxième couche vont prendre, fusionner encore, et ainsi de suite. Et là, il y a une cinquantaine de couches comme ça. C'est ce qu'on appelle le deep learning, non? Exactement. Le deep learning, donc c'est l'apprentissage profond, c'est le fait que le réseau de neurones, il est profond, c'est-à-dire qu'il a énormément de couches. Donc il y a énormément de neurones. Un neurone, un seul neurone, va prendre des données, va les combiner. La façon dont c'est combiné, ça dépend de paramètres.
chaque neurone a un jeu de paramètres qui dit, bah, moi je prends ces données-là, je les combine comme ça. C'est juste une combinaison linéaire, pour ceux qui savent. Mais des neurones, j'en ai des millions. Donc du coup, ça veut dire que j'ai une centaine de millions de paramètres. Imaginez, je ne sais pas moi, une table de mixage dans un studio d'enregistrement. Vous voyez là, l'énorme table de mixage où il y a plein de petits boutons à régler. Et ben, un réseau de neurones, c'est pareil, sauf qu'il y a une centaine de millions de boutons. Mais ces boutons ne sont pas pré-réglés par programmation. Ces C'est le boutons... programme qui va générer ses propres paramètres. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est régler les boutons. Et donc ce n'est pas un humain qui va régler la centaine de millions de boutons. Donc dans cette phase d'apprentissage, on donne à l'ordinateur des exemples. On lui dit, tu vois cette image-là, la bonne réponse c'est ça. Le réseau de neurones va prendre l'image, va faire une prédiction, une sortie, va dire c'est un panda. Et là je lui tape sur les doigts en disant, t'as tort, c'est un chien. Règle mieux tes boutons. Et donc là il y a un algorithme qui s'appelle la backpropagation, qui est capable donc d'ajuster de manière infinitésimale, de faire un tout petit changement sur les boutons pour que ça soit plus un chien qu'un panda. Et puis ça, je répète ça des millions et des millions de fois, je lui montre plein d'exemples, ça c'est ci, ça c'est ça, etc. Et à chaque fois, il règle ses boutons pour mieux répondre. Je fais ça des millions et des millions de fois, sur des heures et des heures de GPU, et donc finalement, après, j'arrive à un algorithme qui fonctionne. Donc, le réseau de neurones, c'est une théorie mathématique qui a été inventée dans les années 50, qui a complètement foiré au début, on a laissé tomber dans les années 70 en disant « jamais ça marche ». Donc la belle théorie, elle est bien gentille, mais dans les cas pratiques, on n'arrive pas à la faire fonctionner. Et puis dans les années 90, tout d'un coup, il y a eu déjà des données, beaucoup de données, il faut énormément de données pour que l'ordinateur puisse apprendre les bons réglages. Et puis surtout, il faut de la puissance de calcul. Donc c'est surtout ça qui a déclenché le réveil des réseaux de neurones. Donc ce qu'on appelle l'apprentissage machine, le machine learning ou le deep learning. Et donc cette équipe de chercheurs en 2012, ils étaient parvenus à apprendre les paramètres d'un gros réseau de neurones, parce qu'il faut quand même des gros réseaux de neurones pour pouvoir répondre à des problèmes compliqués. Ça, c'était en vision par ordinateur. Maintenant, les chercheurs des autres communautés, qui faisaient de l'audio, qui faisaient, je ne sais pas, du diagnostic médical, qui faisaient... et se sont dit, nous aussi on a des données. Nous aussi on a des tâches qu'on aimerait bien qu'un ordinateur puisse faire. Il suffit de lui donner des exemples. Allons-y. Et donc du coup, maintenant le machine learning est utilisé par plein de communautés, scientifiques d'abord, et puis après technologiques. Et voilà, dès lors que vous avez des données, beaucoup, des données de qualité, des données annotées, il faut lui montrer des exemples de la tâche. Je veux que tu fasses cette tâche-là. Je veux que ça, la bonne réponse, elle est là, et puis il faut que j'en ai vraiment beaucoup. Et donc, au bout d'un certain temps, l'ordinateur, il arrive à produire les bonnes réponses sur les données qu'il a vues pendant l'entraînement. Je suis content, mais ça ne sert à rien. Oui, parce que ces données-là, j'avais déjà la réponse. Donc, je m'en fiche. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que ces algorithmes-là étaient capables de généraliser, c'est-à-dire de trouver la bonne réponse sur des données qu'il n'avait jamais vues. C'est ça le truc, en fait. Surtout, c'est la généralisation. Une image d'un chien, il en a vu plein, mais celle-ci, il ne l'a jamais vue. Et pourtant, il va trouver qu'il y a un chien. Donc je parle avec des images pour que ça soit plus parlant, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Je ne sais pas moi. Une boîte d'intérim, elle a plein de CV. Elle a plein de retours de ses clients pour dire cette personne-là, ouais, elle était bien, cette personne-là, non, elle était nulle. Ça me fait des données. J'ai des CV en entrée, j'ai des réponses en sortie. Allez hop, j'apprends un réseau de neurones qui va me prédire cette personne est bien pour ce poste. Alors là, le truc, c'est que quand même, c'est la vie des gens.
qu'on analyse avec un algorithme. Et le truc aussi, c'est que ça fait bien, mais pourquoi ça fait bien en fait? Ben, on ne sait pas. Si jamais, par exemple, on vous refuse ce poste et qu'on dit bah, c'est l'algorithme qui a décidé que non, vous n'étiez pas adapté pour ce poste, bah, moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Ben, là, c'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle explicative, qui explique sa décision. J'ai une question concernant l'explication du processus des intelligences artificielles. Là, vous avez donné des exemples surtout où il y avait du discernement qui était mis en jeu. Quel rôle, quel est le processus, le protocole que vont suivre les intelligences artificielles dans la création artistique? Parce qu'en art, ce qui est intéressant, c'est que la liberté, elle est totale, elle est subjective, et je m'interroge sur le fonctionnement et le raisonnement que va suivre une intelligence artificielle quand il n'y a pas forcément d'indication de départ. Donc là, j'ai expliqué AlexNet, qui est de l'intelligence artificielle qui prend des décisions, donc qui analyse des données. Je pense que la question, c'est sur l'intelligence artificielle qui génère des données. Comment on fait ça? Alors, peut-être qu'on peut expliquer d'abord ChatGPT. Ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model. Un modèle de langue gros, un gros modèle de langue. Alors déjà, il y a un truc surprenant, c'est modèle. Ce mot modèle, d'où est-ce qu'il vient? Ben, il vient de une modélisation mathématique de ce que c'est que le langage humain. Ça, on y travaille depuis les années 50 aussi. Il y a eu une première approche qui est l'approche de Noam Chomsky pour dire dans les différentes langues, il y a quand même une structure, une certaine logique. Les mots sont dans un certain ordre, il y a des déclinaisons dans d'autres langues, il y a des règles, et moi je veux les découvrir, ces règles. Je veux voir que d'une langue à l'autre, il y a des règles qui sont communes, et puis on va parler de traitement automatique de la langue, ça veut dire maintenant ces règles-là, je vais les implémenter de manière informatique. Bon, ça c'était une première approche. Ça a fait 2-3 trucs dans les années 70, des démonstrateurs qui étaient un peu sympas, on pouvait dialoguer avec un ordinateur comme ça. Ça sert aussi à dire, cette phrase-là, par exemple, n'est pas correcte, parce que syntaxiquement, il y a des fautes. Voilà. Alors après, c'est pas parce qu'une phrase est correcte qu'elle veut dire quelque chose. Donc il faut aussi connecter ça à une ontologie, c'est-à-dire une espèce de dictionnaire des mots qui sont reliés entre eux, donc une espèce de graphe pour dire ça c'est un synonyme de ça, ou un antonyme, ou ça c'est dérivé de ça. On va implémenter les règles de déclinaison, et puis comme ça, un fox terrier c'est une déclinaison d'un chien, qui est lui-même une déclinaison d'un mammifère, et voilà, des choses comme ça, pour qu'en fait l'ordinateur puisse comprendre qu'est-ce que c'est que la sémantique. Et puis, de manière concurrente, il y a eu l'approche plutôt de Claude Shannon, qui disait non, le problème en fait c'est de savoir quelle est la probabilité que cette phrase-là existe. Donc à une phrase, je vais associer un nombre entre 0 et 1, c'est une probabilité que cette phrase existe. La probabilité peut être très faible parce que cette phrase-là n'est pas grammaticalement correcte, parce qu'elle ne veut rien dire. Voilà. Et donc du coup, comment je fais pour construire ça? Comment je fais pour faire un algorithme qui prend une phrase et puis donne une probabilité que la phrase est vraisemblable? Alors on faisait ça avec des énormes corpus de texte. Puis on regardait si le mot le chat boit du lait, si on l'avait déjà vu quelque part dans le corpus, et puis du coup ça veut dire ah ouais, on l'a déjà vu, donc du coup il y a une forte probabilité que cette phrase est correcte, elle a un sens. Voilà. Et puis il y avait des phrases où on mettait une probabilité nulle, alors c'est pas peut-être parce que syntaxiquement ça valait pas le coup, peut-être que sémantiquement ça voulait rien dire, mais on savait pas trop, mais voilà, on l'avait jamais vu dans le corpus, donc du coup ça voulait dire que non, c'est pas vraisemblable. Et puis en fait, après, sont apparus encore une fois les réseaux de neurones. Donc ce que fait ChatGPT, la manière dont on apprend un modèle de langage, c'est qu'on va lui
lui faire jouer une tâche qui est de dire, je te donne un début de phrase, tu dois me prédire le mot d'après. Et donc, on va lui donner, on part aussi d'un énorme corpus, et puis on lui fait ça, on lui donne un début de phrase, dis-moi ce qu'il y a après. C'est ça. Et puis je te tape sur les doigts si tu te trompes, et puis tu dois régler tes petits boutons. Voilà. On fait ça sur des corpus qui ont, alors c'est pas des mots, c'est des tokens, mais bon, hein, qui ont des 1 million de milliards, 10 puissance 13 mots. C'est-à-dire qu'un homme humain, je ne sais pas, il mettrait des centaines d'années à lire tout ce texte-là, s'il passait 8 heures par jour à lire le texte. D'accord ? Donc c'est quelque chose de vraiment énorme. Voilà. Et donc, ce que fait ChatGPT, vous lui tapez ce qu'on appelle un prompt. Voilà. Écris-moi un paragraphe sur tel sujet. Eh bien, lui, il va prendre ça comme un début de phrase. Et il va essayer de calculer la probabilité du prochain mot. Donc il a un dictionnaire de mots possibles. Il va calculer pour chaque mot possible une valeur entre 0 et 1, de telle manière que la somme des valeurs soit égale à 1. Autrement dit, c'est une distribution de probabilité. Et il va tirer un mot suivant cette distribution de probabilité. Vraisemblablement, c'est ce mot-là qui convient. Et après, il recommence avec votre prompt, plus le mot qu'il a mis, et il recommence pour trouver le mot d'après. Et encore le mot d'après, et encore le mot d'après. Donc c'est quelque chose qui produit du texte qui est vraisemblable. Du contenu, souvent en termes d'art ou en termes de littérature, les artistes ils réutilisent et réinvestissent des savoirs ou des pensées qui ont déjà été un travail qui a déjà été fait antérieurement, avant. Est-ce que la technologie des arts, des intelligences artificielles, pardon, elles sont innovatrices? Enfin, non, pas. La réponse, c'est oui, mais est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'elles peuvent créer du contenu qui n'a jamais été proposé ou même compréhensible par cet apprentissage, cette injection d'apprentissage humain? Non. Non. Elle ne fait que reproduire du texte vraisemblable au sens du texte qu'elle a vu pendant son apprentissage, donc de ce corpus-là. Donc du coup, ce sont des intelligences artificielles qui sont très datées. Une intelligence artificielle qui a été apprise en 2024 ne pourra rien dire de, je sais pas moi, de phénomènes, de tendances en 2025. C'est juste pas possible. Voilà. Et vous parlez de corpus immenses. Est-ce qu'on sait d'où viennent les corpus qui servent à entraîner les IA? Est-ce que ça fait partie de votre travail à vous? C'est quoi la sécurité aussi? C'est une deuxième question, mais c'est quoi la sécurité du coup dans les IA, ce que vous faites? Alors, est-ce qu'on sait? Alors, donc, il y a les modèles de langue, les gros modèles de langue, comme ChatGPT. Ce sont des produits commerciaux faits par des entreprises, et on ne sait pas comment ils ont fait. On ne sait pas quel corpus ils ont utilisé, on ne sait pas quelle est la manière d'entraîner leur modèle, parce que donc il y a quand même plein de paramètres à régler, etc. Il y a quelques initiatives de chercheurs pour dire bah non, ça c'est pas tolérable. Et donc il y a des chercheurs, par exemple il y a un modèle de langue français qui s'appelle Bloom, qui a été appris il y a 2 ans, je crois. Et donc on sait exactement le corpus, il est public, on sait exactement les recettes qui ont été utilisées pour apprendre ce truc. Il y en a un nouveau qui est sorti, qui s'appelle Olmo. Voilà. Mais ça, c'est de la recherche publique. Les boîtes privées, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand même, ces modèles de langue, ils ont tendance à garder une certaine mémoire de leurs données d'entraînement. Par exemple, vous pouvez essayer de lui donner le début d'un tweet de Donald Trump. Et là, la grosse surprise, c'est qu'il va vous compléter le tweet, et c'est verbatim un tweet de Donald Trump. Et là, vous vous dites, si tu es capable de me recopier ça, c'est que tu l'as vu. Alors après, est-ce que c'est quelque chose d'effrayant?
peut savoir que ces machins-là ont été entraînés sur des tweets de Donald Trump? Peut-être, oui. Et alors aussi, comment on fait pour donc avoir un corpus de mots là, de 1 million, 2 milliards de mots? Ce qu'on fait, c'est on scrape Internet, on aspire Internet. Wikipédia, Twitter, bien sûr des livres de domaine public, mais des livres aussi, peut-être pas du domaine public. Voilà. Et donc, du coup, si vous demandez à un modèle de langue qui est Harry Potter, il va vous répondre. Je ne suis pas sûr que l'auteur de Harry Potter ait donné son accord là-dessus. Alors là, sur le texte, c'est un peu facile, parce que quand il reproduit verbatim quelque chose, un texte que... oui, tu l'as vu, parce que tu ne serais pas capable, sinon, de reproduire exactement. Après, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus floues, notamment sur les images. Quand on dit « fais-moi un tableau à la façon de Picasso », il va produire une image qui ressemble à un nouveau Picasso. C'était ma question en fait. Ouais. J'avais posé. Justement, à qui appartient l'image? C'est là la question. À qui appartient l'image? Alors, donc ça, après, c'est du droit d'auteur. Le droit d'auteur, il se divise en deux grandes parties. Il y a vraiment ce qu'on appelle le droit d'auteur, c'est qu'il y a un auteur, ad vitam aeternam, peut dire « je veux que mon œuvre serve à ceci ou cela ». Par exemple, Matisse interdit la moindre utilisation de ses œuvres à but commercial. Matisse interdit un découpage de son œuvre. Si vous publiez un tableau de Matisse, c'est en entier, il n'y a pas le droit de découper. Des choses comme ça. Si je demande au générateur une image précise, enfin en donnant toutes les informations précisément, donc j'obtiens une image effectivement qui va correspondre à peu près ce que j'attends, pas forcément dans un premier temps, mais on va continuer la recherche, et on va lui redemander en améliorant, en cherchant des solutions plus proches de ce qu'on attend. Et derrière tout ça, l'image, elle est à qui dans ce cas-là? L'image que vous générez, vous? Oui, que j'ai générée. Ça, il faut lire les petites lignes. C'est là que c'est intéressant. C'est ça, oui. Et c'est-à-dire, lire les petites lignes, qu'est-ce que vous entendez par... Là, je crois que on ne sait pas, là. C'est quelque chose qui n'est pas prévu par le droit d'auteur. Est-ce que vous êtes auteur de votre prompt? Je ne suis pas sûr, là. Non. Je ne suis pas sûr. Hein? Est-ce que vous êtes auteur de l'image générée? C'est clair que non. Est-ce que vous êtes auteur du prompt? Qu'est-ce que vous avez donné en entrée au générateur? Je ne sais pas, il faut lire les petites lignes. Et quelles sont les conséquences derrière? Alors si, imaginez que demain je dessine quelque chose au travers du générateur. Ouais. Voilà. Donc rien ne m'appartient, je ne peux pas exploiter derrière l'image, l'utiliser en tant que telle, l'exposer éventuellement? Alors ça, je pense que oui. Oui. Par exemple, je crois qu'il y a des intelligences artificielles qui ont gagné des concours d'artistes. Ça a bien énervé des artistes d'ailleurs. Alors quand je dis il y a quelqu'un qui a utilisé une intelligence artificielle pour faire une image qui a remporté un prix dans un concours d'artistes. D'accord, ça peut fonctionner comme ça. Alors après, une fois qu'on a dévoilé le poteau rose, peut-être que les organisateurs du concours vont dire hop, c'était pas prévu ça. Mais alors, l'image qui est générée, si elle est modifiée après, c'est-à-dire que derrière l'image que j'ai récupérée, en fait, entre guillemets, si j'apporte des modifications, est-ce qu'elle appartient toujours à l'auteur initial ou elle peut changer de main? L'auteur initial, c'est qui là? Je sais, c'est le générateur d'image en fait. En l'occurrence, voilà, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'artiste finalement. Ça appartient à l'artiste. L'artiste, c'est qui l'artiste? Oui, mais Si je veux bien qu'on passe la on prend parole. une image générée par IA et qu'ensuite finalement on demande à l'IA de créer un visage de femme et puis que finalement on lui change sa coupe de cheveux et on lui met des yeux bleus et on lui... Voilà, finalement ça reste une source d'inspiration, juste une source d'inspiration et puis le reste c'est le travail de l'artiste. Peut-être pour rebondir là-dessus,
Non, pour me situer, du coup, je suis artiste-auteur et c'est aussi pour ça que je suis là. C'est sur des enjeux d'entraînement de corpus. Moi, je fais de l'écrit et il y a déjà des enjeux, mais en illustration aussi. Mais j'ai des amis artistes visuels qui ont reçu un mail de leur agente, donc qui gère leur carrière et qui lui a dit attention, qui leur a dit n'utilisez pas d'IA parce qu'il y a une insécurité juridique sur les œuvres créées à partir d'IA et on n'est pas sûr de pouvoir exploiter commercialement ce que vous allez faire. Donc là, et ça c'est actuellement quoi. Actuellement, les agentes d'artistes visuels envoient des messages attention à l'usage de l'IA parce qu'il y a une insécurité et potentiellement on ne va pas pouvoir gérer votre carrière avec cet usage-là. Donc c'est intéressant cette période de flou. Oui, ok. Et peut-être pour continuer sur cette question, parce que l'IA, y compris visuelle, elle moissonne un certain nombre de choses pour s'inspirer. Et parfois, on peut lui dire est-ce que tu pourrais me reproduire un personnage à la manière d'Hergé ? Et on va avoir quelque chose qui ressemble parfaitement à Hergé. Sauf que normalement, on n'a pas le droit de faire une copie d'un artiste qui a interdit qu'on reprenne son œuvre. En l'occurrence, c'est le cas d'Hergé encore aujourd'hui. Et il y a des artistes qui interpellent aujourd'hui en disant moi mon œuvre elle a été moissonnée contre mon gré et aujourd'hui si quelqu'un tape sur internet refais-moi une planche de BD à la manière d'Aubion ou de Laurel pour citer des Bretons, ça va sortir comme si c'était eux qui l'avaient dessiné. Et quel type de protection ils ont contre ça au stade actuel? Alors, dans les premiers intelligences artificielles, c'était clairement visible. Par exemple, ils ont moissonné le site de Getty. Bon, Getty, c'est une banque d'images américaine. Et donc, quand vous allez sur leur site, vous avez des images, mais il y a le petit logo en surimpression Getty. Ce qui était rigolo, c'est que l'image artificielle reproduisait le petit logo Getty. Bon. Donc, Getty est en procès actuellement. Voilà. Après, sur certaines images qui sont très populaires, en rentrant le bon prompt, on a une copie de l'image. Il reproduit l'image qu'il a vue. Voilà. Donc là encore, il n'y a pas photo. Mais bon, maintenant, il faut un peu plus gaffe. Et quand je dis fais-moi tel personnage à la façon d'Hergé, j'ai un truc qui effectivement ressemble à Hergé. Maintenant, Hergé, c'est un artiste. Vous citez Hergé dans votre descriptif. Oui. Maintenant, Hergé, il a influencé pas mal de gens. Il n'a pas un style unique. Chez les artistes, ils sont influencés de manière consciente ou inconsciente par d'autres. Alors, est-ce que ce qui a été moissonné, c'est les travaux d'Hergé, ou est-ce que ça a été les travaux d'un autre artiste influencé par Hergé? Ça, c'est très difficile à démontrer. Aujourd'hui, et hier également, le statut de l'artiste, le statut juridique de l'artiste, il est assez, il est mis à part souvent par les juristes et par les artistes, certains artistes eux-mêmes qui, pour certains, considèrent que certains de leurs droits sont au-dessus de la loi ou de ou les libertés d'autres personnes, pardon. Comment on fait maintenant aujourd'hui pour réguler tout ce flou? Quelles sont les instances juridiques qui travaillent à cette qui travaillent? Alors, donc déjà pour être artiste, au sens juridique, il faut pas juste dire moi je suis un artiste. Non, il faut être inscrit dans une société d'auteurs qui va enregistrer vos travaux, qui va les consigner pour dire telle personne à telle date a fait ce travail-là. Voilà. Et donc il faut être répertorié, entre guillemets, dans des sociétés d'auteurs. Donc quand vous dites c'est au-dessus des lois, etc., non, au contraire. Par rapport au message, par exemple, certaines œuvres d'art qui sont tellement subjectives et scandaleuses que l'artiste ou le message ou la forme est souvent mise en procès ou remise en question par le grand public ou ces sociétés d'auteurs. Alors donc
Donc les entreprises qui font des IA génératives sont mortes de trouille parce qu'on utilise justement leurs produits, leur intelligence artificielle, pour créer des images qui sont, alors ils disent, toxiques. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont appris une intelligence artificielle, dans un premier temps, et que dans un deuxième temps, ils disent « Ouh là là, on peut faire vraiment des choses pas très catholiques avec, donc on va mettre des barrières. Si on te demande de faire ça, tu refuses. Si on te demande de faire ci, tu refuses. » Ce qui est assez marrant, parce que pourquoi ça se fait a posteriori? En fait, si on ne voulait pas qu'une IA fasse des contenus pédopornographiques, bah, il suffisait peut-être de ne pas apprendre sur des images pédopornographiques. Voilà. Mais encore une fois, comme il leur faut des milliards d'images pour apprendre leur truc, que la seule source pour avoir autant d'images, c'est Internet, bah, quand vous aspirez à Internet, bah, vous aspirez beaucoup de choses douteuses, quoi. Ça, c'est sûr. Et personne ne regarde les images, vu qu'on a 1 milliard. Donc on prend tout ce qui existe, et hop là, on donne ça à la machine. Et après on se dit, ah bah tiens, mon chat GPT tient des propos racistes. Ah bah ouais, c'est pas étonnant. Tous les biais de la société, tous les biais qu'on trouve dans Internet se retrouvent dans ces machines-là, ça c'est sûr. Mais comme à la base, ça va être pris sur Internet, finalement, oui. Est-ce que toutes les IA ne vont pas finir par dire la même chose aux mêmes sollicitations? C'est-à-dire, où est la diversité? Il n'y a plus de diversité. En fait, c'est lissé par rapport à... C'est toujours la meilleure probabilité qui va l'emporter pour la réponse. Et... Oui. Pas les mêmes meilleures probabilités. Alors, il y a quand même aussi une partie aléatoire. Il y a des probabilités, oui. Il y a un échantillonnage qui est fait au sens statistique. Donc il y a quand même, ChatGPT, vous lui mettez 2 fois le même prompt, il ne va pas vous répondre la même chose. Les mots ne sont peut-être pas exactement dans le même ordre, voilà, etc. Bon, voilà. Il y a quand même un petit peu d'aléa. Il y a des fois où il a tendance à se répéter un peu. Oui, aussi, oui. Ouais. Mais de toute façon, il a été appris pour faire quelque chose de vraisemblable. Pour trouver le prochain mot. Vraisemblable. C'est pas logique qu'il y ait une part d'aléatoire. Si, parce qu'en fait, ce qu'on veut avant tout, c'est faire un échantillonnage au sens statistique. Ça veut dire, si vous demandez, fais-moi une image d'un chat sur un canapé, bah, vous pouvez prendre Google, hein, tapez ça, et Google va vous montrer des images. Bon. Quelques centaines d'images. S'il n'y en a aucune qui vous plaît, bah vous êtes coincé, vous avez ces images-là, puis point barre. Alors que lui, il va générer tout le temps des images différentes. C'est un échantillonnage, sur la distribution des images qui représentent un chat sur un canapé. Alors, le chat sera à gauche, il sera à droite, le canapé sera vert, le canapé sera bordeaux, ça sera un chat blanc, un chat noir. C'est extrêmement difficile en fait. Quand on a une image en tête de dire génère-moi cette image-là, ça ne marche pas. Il faut passer faut faire un nombre d'essais qui est vraiment énorme pour lui dire non, je veux que le chat il soit à gauche, non, je veux qu'il soit blanc, non, en plus je veux que... Si on prend la même ChatGPT ou autre, oui. si on pose la même question, on aura, sauf s'il y a un temps énorme qui s'écoule et de nouvelles données, on aura la même production. Si ça fonctionne sur les statistiques. Non, parce que donc il y a un tirage aléatoire qui est fait. Ça, donc c'est introduit volontairement dans la machine le côté aléatoire. Oui. Donc il y a une part de créativité. Ah bah c'est de l'aléatoire, c'est des lancers de dés, hein. Pour rebondir là-dessus, sur Midjourney par exemple, quand on lui met un prompt, oui. Si on lui répète le prompt, il va sortir une image différente à chaque fois. Mais si on lui demande de récupérer le numéro aléatoire qui lui a permis de commencer à travailler, oui. On lui en donne le même numéro aléatoire, oui. Et là le prompt génère les 4 mêmes images. Oui, oui. Alors donc, comment ça marche justement les générateurs d'images? Alors, la petite histoire. Donc depuis l'invention des images numériques, qu'on sait faire des capteurs qui transforment des photons en électrons, comme ça on peut faire des images numériques, grosso modo encore une fois les années 50 quoi,
il y a un problème, c'est qu'en fait, les images, elles sont bruitées. Et donc, il faut débruiter les images. Il faut retirer le bruit. Parce que dans les années 50, on avait des capteurs qui étaient tout pourris. Et puis, qu'on s'est amélioré sur les capteurs. Mais comme on s'est amélioré sur les capteurs, on a eu tendance à mettre de plus en plus de pixels, de photosites sur les capteurs. Et puis maintenant, vous avez des millions de photosites sur un tout petit truc qui est dans votre smartphone. Et donc, le photosite est tout petit, et donc sa conversion photon-électron, elle n'est pas très bonne, il y a beaucoup de bruit. Et donc, vous vous en rendez pas compte, mais la première chose que votre smartphone il fait, c'est il capture une image et il débruite. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc ça, le débruitage d'image, c'est un truc qu'on fait depuis les années 50. Bon. Et puis donc, tout d'un coup, l'intelligence artificielle arrive, et on se dit, ah bah tiens, voilà une tâche pour toi. Je te donne une image bruitée, tu me donnes une image débruitée. Et puis en plus, c'est facile à apprendre, parce que je prends des images de bonne qualité, c'est moi qui rajoute le bruit, donc je connais la réponse, vu que je suis parti de l'image bonne définition, bonne qualité. Donc des exemples bruités, débruités, je peux leur montrer des millions. Et je dis, bah voilà, hop. On a donc la vérité terrain, et puis maintenant tu règles tes petits boutons pour coller au mieux. D'accord ? Et là, la grosse surprise, c'est que ça ne fait pas mieux que ce qu'on faisait. C'est l'un des rares tâches où l'intelligence artificielle, là, ça ne fait pas mieux. Il faut dire qu'on faisait ça depuis 70 ans, hein. Donc on avait quand même une certaine expérience. Hein. Et puis, on s'est rendu compte que tout d'un coup, si, ça peut marcher mieux. Ça peut marcher mieux si, par exemple, je prends que des images de visage. Donc je prends que des images de visage que je bruite, je lui demande de débruiter, et donc finalement il apprend à débruiter, puis il apprend surtout ce que c'est qu'un visage. Et donc sachant que c'est un visage, là, il est vachement plus performant. Alors du coup on se dit, bah oui, mais ça marche que pour les visages. Alors il faut apprendre un autre réseau de neurones pour les chats, et puis un autre réseau de neurones pour machin. Et donc du coup ça c'est un peu compliqué. Mais on a réussi à faire ça, à lui injecter, débruite-moi cette image, sachant que le contenu de l'image c'est ça. Donc le sachant que, là, c'est une information qui est capitale pour qu'il puisse débruiter au mieux. Bon, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, et qu'est-ce qui se passe si je rajoute encore plus de bruit ? Et puis encore plus de bruit. Et puis à force de rajouter énormément de bruit, ce que vous obtenez, c'est une image de bruit. Il n'y a plus de chat qui apparaît parce qu'il y a tellement de bruit. Et donc là, on arrive à un truc, on se dit, attends, je te donne une image, c'est du bruit blanc, pur, je te dis, et le contenu, c'est un chat sur un canapé, et bien il va débruiter, il va faire quoi ? Une image d'un chat sur un canapé. Et je dis, ah bon, alors si je te donne un autre bruit de départ, il va faire une autre image d'un chat sur un canapé. Et donc ce qui est important, il y a le prompt, il y a aussi ce qu'on appelle la seed, c'est en fait le bruit aléatoire du départ. Si on lui donne le même prompt, la même seed, il refait la même chose. Ah, c'est ça la seed. C'est ça. Ah, c'est l'image aléatoire de départ. C'est ça. Oui, du coup, j'avais une petite question qui n'est pas exactement sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a des études qui sont en cours de réalisation ou qui ont été réalisées sur les risques sur nos capacités cognitives liées à l'IA générative ? Je pense par exemple, on a tendance déjà à utiliser ChatGPT ou autre pour sortir du syndrome de la page blanche, quitte à après rédiger soi-même, mais pour avoir un point de départ. Mais je pense que ce syndrome de la page blanche, il a quand même une utilité sur nos capacités cognitives, nos capacités rédactionnelles. Et à force de ne pas se confronter à la page blanche, est-ce qu'il y a des risques qui ont été évalués par rapport à ça ou pas ? Alors moi, ça, c'est pas du tout mon domaine. Ce que je sais, c'est que on commence à se poser des questions pour se dire, alors, pour apprendre une intelligence artificielle, on va aspirer tout Internet. Ok. Sauf que sur Internet, maintenant, on trouve beaucoup de choses qui ont été générées par d'autres intelligences artificielles. Donc du coup, c'est plus essayer de copier ce que fait l'humain, mais c'est copier un truc qui a copié l'humain, et peut-être qu'en fait, là, ça va... Tout d'un coup, on va stagner, en fait, quoi. Hein ? Si tous les contenus qu'on trouve sur Internet sont faits par des intelligences artificielles, voilà, c'est un robot qui copie un robot, peut-être qu'en fait, il va avoir une perte de performance, entre guillemets, quoi. À vous entendre, la génération d'images, c'est quasiment que de la copie
sur les questions qu'on s'est posées tout à l'heure sur RG et tout ça. C'est que la copie. Que ce serait de la copie juste que l'algorithme va copier juste des ivrés. Non. J'ai quand même une image originale. Quand je mélange plein de styles, je demande des choses qui n'ont pas été faites par l'artiste, ce qui sort quand même est un contenu original. Quand même. Comme un étudiant aurait appris aux Beaux-Arts les différents styles, et puis c'est capable de les recracher. Il donne cette impression-là, quand même, enfin, les Mid-Journey ou... Oui. donne cette impression-là de réutiliser des choses et de ne pas être dans la copie, en fait. Non, parce qu'il y a toujours, il y a toujours de l'aléa quelque part. Et c'est l'aléatoire qui amène ça, quoi. C'est l'aléa qui... Ouais, voilà. Ouais, et mon prompt aussi amène quelque chose, parce que si je demande quelque chose que l'artiste n'a jamais fait, voilà, il va utiliser un style, mais à la finale, c'est quand même une œuvre originale. Enfin, ça paraît une œuvre un peu originale. Non. C'est peut-être original, mais est-ce que c'est une œuvre? C'est ça, là. Oui, mais pour un humain, la question se pose pareil un peu, parce qu'on va envoyer un gamin apprendre les arts aux Beaux-Arts, il va apprendre tous les styles, et l'air de rien, ce qu'il va refaire, il va quand même recracher un peu les styles qu'il a appris. Et j'ai l'impression que l'IA va pas plus loin que ça. Non. Donc en fait, il est incapable d'inventer quelque chose de nouveau. Hein. Il amène quelque chose de nouveau quand même. Ouais. Pardon? Il amène quelque chose de nouveau quand même. Non, il est incapable de faire quelque chose de nouveau. Hein? Il a appris sur des images, et donc il va s'inspirer de ça. Il fait du vraisemblable. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose quand on génère une image et qu'on veut qu'il y ait du texte dedans. Imaginons, je veux une image avec une pub de parfum. L'écriture, elle est toujours étrange. Est-ce que c'est une hybridation des différentes écritures ou d'où elle vient cette écriture? C'est ça, oui. C'est ça? Oui. Et donc là, il faut se servir du nouvel IA qui s'appelle... Je vais oublier le nom. Mais leur spécialité, c'est justement faire des images où il y a du contenu écrit et que le contenu écrit soit lisible et veuille dire quelque chose. Parce que dans les IA précédentes, effectivement, c'est n'importe quoi. Ça ressemble à des caractères, mais ça ne veut rien dire. Enfin, voilà. Ce qui est incroyable comme avec les IA, c'est l'accélération qu'il y a eu ces derniers temps qu'on est en train de vivre là. On a l'impression des fois d'être dans la science-fiction parce que entre le moment où Midjourney a été mis en ligne par exemple ou ChatGPT et 2 ans après ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, il y a eu une courbe exponentielle complètement hallucinante, quoi. Et moi je me dis le jour où on arrive à miniaturiser les réseaux de neurones et à les mettre dans une montre, on va en avoir partout l'IA. Ça va nous envahir de tous les sens, quoi. Oui. Alors, ce qu'il faut, donc, dans la révolution intelligence artificielle, il y a quand même un truc qui est une première dans l'humanité, c'est que des chercheurs qui faisaient, je sais pas, de l'analyse d'images médicales pour faire du diagnostic, pour dire ici il y a des tumeurs, etc. Ils avaient leurs outils. Des chercheurs qui faisaient de la compression d'images, ils avaient leurs outils. Alors bien sûr, les deux manipulent des images, ils ont un socle commun, mais sinon ils ont des outils. Ils avaient des outils qui étaient radicalement différents. Là, tout le monde utilise le même truc. Donc là, tout d'un coup, il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui travaillent sur le même truc. Donc là, ça avance vite, ouais. Il y a des centaines de papiers de recherche tous les jours. Parce qu'il y a une convergence vers un outil unique. Voilà. Et du coup, j'ai envie de revenir sur ce que vous posiez sur les questions éthiques tout à l'heure. Alors, j'ai pas d'exemple en matière de création artistique, mais je trouve que qu'est-ce qui nous reste comme capacité en tant que société de dire voilà les limites éthiques qu'on aimerait poser. Je reprends la question de l'IA, elle moissonne tout Internet, donc elle est aussi sexiste, aussi raciste, aussi tout ce qu'on veut comme biais que nous en tant que société au sens large. Donc, par exemple, elle est déjà utilisée sur des logiciels qui sont utilisés pour faire des choix, y compris des choix de service public. Et donc des choix de service public où peut-être, si on est une femme, si on habite dans tel quartier, si on a un nom racisé, si on a telle couleur de peau, on a moins de chance parce que le logiciel va avoir intégré nos biais de société. Et ça, moi, ça me pose quand même franchement question. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus et quel type de limite on peut poser à ça quand même pour se dire l'attribution d'un logement social ou d'un droit sécu ou je sais pas quoi, ça doit pas correspondre au biais de notre société, ça doit rester aussi égalitaire qu'on est en capacité de le faire.
Alors donc il y a de la recherche sur l'éthique et l'IA, il y a de la recherche sur la régulation de l'IA, sur le côté législatif. Donc récemment il y a l'EU AI Act, l'Europe a voté des textes pour essayer de réguler. Notamment il y a le fait que les IA européennes devront être transparentes. Ça veut dire que je dois savoir que je suis en train que j'ai une IA en face de moi, déjà. Donc quand j'ai une image, il doit y avoir un truc, un mécanisme qui me dit ça, c'est généré par une IA. Faire la distinction entre les images réelles et les images générées. Transparente aussi, ça veut dire être explicable. L'IA prend une décision, dis-moi pourquoi tu as pris cette décision. Voilà. Ça, c'est pas toujours facile. Ah ouais, ça on n'a pas les chemins qu'ils prennent pour Pardon ? On ne connaît pas finalement les chemins qu'ils prennent pour prendre leur décision. Justement, donc il y a de la recherche là-dessus pour dire, cette image-là, tu m'as dit que c'était un chien, mais il est où le chien ? Pourquoi tu as dit ça ? C'est quoi les indices visuels que tu as détectés dans cette image-là pour dire qu'il y a un chien ? Voilà. Alors, ce qui est un peu rigolo, c'est que des fois, comme solution à ce problème-là, on utilise de l'IA. On va lui dire, génère-moi une image qui ressemble le plus possible à cette image-là de chien, mais que tu n'aurais pas classée comme chien. Montre-moi un exemple contrefactuel. Donc, sur un dossier, montre-moi un dossier qui ressemble le plus possible à ça, où il y a juste quelques caractéristiques qui changent, qui fait que tu aurais pris une autre décision. Ça peut donner un indice sur pourquoi tu as pris cette décision ou pas. Et je voulais savoir quelle est la situation actuelle des différentes intelligences artificielles. C'est un pas en avant et un événement juridique qui donne de l'espoir, qui peut donner de l'espoir, je pense, ce dont vous venez de parler, là, avec ce qu'a voté l'Union européenne. Mais dans un monde mondialisé où on est tous dépendants des autres et de leurs intentions, quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'il y a qui détient le monopole des IA ? On parle à chaque fois de la Silicon Valley et des technologies de pointe en Asie, mais quelles sont les influences mutuelles ? Là, vous venez de parler de l'Union européenne, parce que voilà, on est européen, donc on se sent concerné, on a besoin de réguler ces dérives, mais quels sont les différents acteurs ? Et donc je ne veux pas parler uniquement des personnes qui créent, qui mettent sur le marché ces IA, mais aussi les personnes qui essayent de réfléchir, comme les chercheurs, mais aussi comme les législateurs et les artistes qui essayent de donner leur opinion sur les IA. Donc il n'y a pas que l'Europe, les États-Unis font exactement la même chose en ce moment. Donc l'administration Biden-Harris fait des lois aussi, où c'est peu ou prou les mêmes choses qu'il y a. Les Chinois l'ont fait avant nous. Les générateurs d'images, c'est un outil magnifique pour faire des deepfakes. Et dans un régime autoritaire, ça peut être catastrophique. Enfin, chez nous aussi. Et puis ces lois-là, elles arrivent, pourquoi ? Parce qu'en 2004, il y a beaucoup d'élections, dont les élections américaines. Donc, essayer de détecter les deepfakes, les choses générées par des IA, pour dire, ça c'est pas vrai. C'est important. Et c'est pour ça que, en fait, ça arrive là un peu maintenant. Donc voilà, les législations, il y en a quand même... le législateur a 20 ans de retard. Mais maintenant, non, ils rattrapent leur retard. Alors par contre, je ne sais pas, en Russie, je ne sais pas. Après, donc les législations, elles disent grosso modo, si vous voulez vendre ce produit commercial ici en Europe, il va falloir respecter telle règle. Bon. Est-ce que les gens qui utilisent de l'IA pour faire des deepfakes vont utiliser Midjourney ? Je ne suis pas sûr. Enfin, ça dépend. Si c'est moi, oui, parce que moi, je sais pas faire une IA aussi complexe que ça.
Par contre, un groupe de hackers russes, peut-être qu'ils sont capables de prendre leur IA, leur propre IA, et bien sûr, ils ne vont pas mettre ces mécanismes-là en œuvre. Hein. Donc, les législations, elles sont faites pour que, comme on dit aux États-Unis, c'est keep honest people honest. Que les gens honnêtes restent honnêtes. Maintenant, on sait très bien que face à des mafias, on est un peu sans... Mais pour tout, hein, pour l'IA comme pour autre chose. Donc en fait, on est autant vulnérables les uns que les autres. Il n'y a que les personnes et les hackers qui n'ont rien à perdre, ou qui s'en fichent, qui tentent le tout pour le tout et essayent d'expérimenter. Alors déjà, la barre est assez haute. Hein. Faut scraper tout Internet, avoir des millions d'images pour faire tourner des GPU. C'est pas un GPU, hein, c'est des milliers de GPU en parallèle. Il faut quand même... c'est pas un petit groupe de hackers dans un garage qui va faire ça. Hein. Bon. Ceci dit, ça pose quand même problème parce qu'il y a un grand mouvement de l'IA qui est l'open source. Vous avez un site franco-américain qui s'appelle Hugging Face. Sur Hugging Face, vous avez 500 000 IA, 500 000 modèles donc, qui analysent des données ou qui génèrent des données. Voilà. En open source. Chacun peut télécharger un modèle et puis le faire tourner chez lui. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer pour l'open source, quoi ? Comment on va faire pour dire maintenant il n'y a plus le droit de faire ça ? Il y a la nouvelle législation, non, c'est plus possible d'avoir en open source ces modèles-là. Ou alors il faut mettre des mécanismes. Et donc c'est à qui ? C'est à Hugging Face de se dire ok, il va falloir que je mette des barrières, des protections, ou c'est celui qui upload sur Hugging Face son modèle, je ne sais pas. Ça va aller trop vite pour les législateurs, quoi. Ça va aller. Sauf s'ils sont des barrières. Il y a des chats GPT qui sont spécifiques pour les textes de loi. Et donc à quoi ça peut servir ? Un texte de loi qui est gros comme ça, tu m'en fais un résumé. Voilà. Peut-être sur le fait, peut-être ça va aller plus vite que l'IA va aller plus vite que les textes de loi, etc. Je pense qu'il y a un enjeu aussi, et tu disais, est-ce que c'est... Je sais plus comment tu l'exprimais, mais c'était... est-ce que c'est chacun pour soi et on est vulnérable ? Et du côté des artistes, on l'a vu aux États-Unis, mais en France et en Europe, c'est pareil. En fait, il y a pas mal de regroupements d'artistes sur les enjeux IA et qui, en fait, se tiennent très informés. En France, je pense à la Ligue des auteurs pros, qui a sorti un rapport... que je trouve extrêmement pertinent, qui analyse ce qui se passe au niveau des IA génératives et qui ont un impact sur quel que soit le métier des artistes dans plein de domaines, et qui fait des propositions de loi, et qui a une activité de lobby auprès des parlementaires français, auprès des parlementaires européens. Et après, pour moi, c'est du rapport de force. À la fois, c'est du rapport de force politique pour dire c'est quoi nos métiers, comment on les défend, et tout le monde n'est pas d'accord. Certains artistes acceptent l'idée d'être moissonnés à condition qu'il y ait une rémunération, d'autres veulent pas du tout être moissonnés, etc. Mais pour moi, c'est du rapport de force. Et on est plutôt... Je dis pas qu'on est des... Quand je dis on, c'est collectivement les artistes. On n'est pas non plus complètement à la masse, dans le sens où on est beaucoup à aussi tester et explorer les outils. Et on va pas être... J'ai pas l'impression qu'on soit 2 ans derrière. C'est impossible d'être complètement à jour, mais en tout cas, on voit un peu ce qui se fait en temps réel. Je pense à Félix, il est dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il voit aussi ce qui se passe en temps réel. Et les salariés se documentent et les syndicats se documentent. Mais pour moi, c'est du rapport de force. Et tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est du comment on pose des limites et comment on les décide collectivement dans nos métiers, quoi. Donc à ce sujet, j'ai pas parlé des Anglais. Les Anglais ne sont pas dans l'Europe. Et les Anglais ont dit, oh là là, il va y avoir des règles en Europe, chez nous ça va être le Far West, pas de règles. Et puis comme ça, il y a toutes les boîtes d'intelligence artificielle qui vont venir en Angleterre. Et puis il y a un mois, ils ont dit, ah non, on va peut-être pas faire ça. Non. Il y a eu tellement de pression de lobby de l'industrie du divertissement, de la presse anglaise par exemple, pour dire que non, ça ne sera pas possible d'apprendre une intelligence artificielle sur des contenus copyrightés en Angleterre. Voilà. Sans donc, le consentement des auteurs. Mais des auteurs, ils veulent bien, s'il y a de l'argent.
Donc là, c'est quoi, il y a 2 jours, il y a OpenAI qui a fait un contrat avec Le Monde pour pouvoir aspirer tous les articles du Monde. Voilà. Et, quasiment le même jour, Google s'est pris une amende de 250 millions parce qu'on a des preuves qu'ils ont appris leur intelligence artificielle Gemini sur des données copyrightées. Voilà. Donc ça bouge, 250 millions. C'est une paille pour Google. Comment peut-on savoir si on a été moissonné? Bah ça, c'est justement, c'est relativement difficile à savoir. À moins de faire sans arrêt des recherches sur des IA, etc. Il y a des logiciels qui peuvent protéger tes œuvres. Ah bon? Ouais. Logiciel, protection. Non, il y a des logiciels qui peuvent protéger tes œuvres et qui si tu as une collection de 10 chats en peinture et avec ce logiciel, il change quelques détails qui fait que finalement si tu fais une phrase où tu demandes un chat sur un canapé, il ressemblerait plutôt à une vache parce qu'il y a des endroits de l'image qui ont été décodés, codés autrement en tout cas. Bon, alors je connais un papier là-dessus, un papier de recherche. Hein. Ouais. Donc c'est pas encore un produit. Bon, et puis je suis un peu circonspect. C'est mon avis, voilà. Donc moi je connais pas le produit, je connais le papier de recherche. J'ai pas été super convaincu. Bon, voilà. D'accord. Je pensais qu'il y avait déjà des logiciels qui... Alors peut-être que cette équipe de chercheurs a fait un produit, hein, a fait une start-up et hop là. Peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai survolé ça récemment, mais je n'ai pas approfondi. Et donc quand même les grands acteurs, les grosses boîtes qui font de l'IA, ils veulent passer pour le chevalier blanc. Hein, et donc on dit ah bon, il n'y a plus le droit de ok. Et ben alors ils vont faire un espèce de de flag là qu'on pourra mettre sur des sites internet pour dire je refuse que tu moissonnes ça. Bon, c'est juste un petit tag quelque part sur une page HTML qui dit non, toi non. Comme il y a des tags pour éviter que des robots puissent parcourir des sites web ou refuser d'être indexés par Google ou des choses comme ça. Alors, est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de moyen de protéger des images. Qu'est-ce que ça veut dire que protéger là? Bah justement, pas être moissonné, quoi. Sans le savoir, sans qu'on nous demande... on demande l'avis de personne, quoi. Bah, si l'image est publiée sur Internet, ouais. C'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, c'est ça, faut pas le dire. Oui, ça tombe direct dans le domaine public, entre guillemets, quoi. Ce sera scanné autrement. Ouais. C'est les Chinois qui scannent en ce moment. Moi, je gère pas mal de sites internet. Ah bon? Et là, c'est les robots chinois qui viennent scraper. D'accord. Parce qu'ils veulent récupérer leur retard sur les autres, sur les Américains en termes d'IA. Ils sont en train de nourrir. En tout cas, c'est eux qui, dans les logs, il n'y a pas photo. Une des grandes peurs avec l'IA, une des peurs qu'il y a avec l'IA, c'est l'idée que ça puisse remplacer des tâches assez basiques dans plein de travail et que du coup, ça mette des gens au chômage derrière. Vous en dites quoi? Je sais pas. Que c'est un vrai risque, Je sais pas. Moi, je pense que vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Oui. Qui s'est entraîné, qui sait faire et qui sait l'utiliser pour faire sa tâche. Qui sait utiliser, oui. Et qui l'a comme super assistant pour faire tout. Moi, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, moi je travaille dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a eu à peu près 10 000 personnes de licenciées dans le monde l'année dernière. Et là, dans le premier trimestre de cette année, on est à un peu plus de 8 000. Et sur la plupart des grosses entreprises qui ont fait des licenciements de masse, toutes se sont engagées dans les semaines qui suivaient à utiliser de l'IA dans leurs jeux vidéo ensuite, après avoir licencié pour certaines 1 millier de personnes d'un coup à chaque fois. Donc, je ne suis pas certain que le nombre de personnes qui vont être licenciées va être remplacé par le même nombre de personnes qui vont utiliser les IA. Donc, je pense qu'il y a quand même une énorme perte en tout cas pour certains métiers, une énorme perte et une énorme casse sociale derrière quand même. Derrière, si tu veux.
Mais justement, vis-à-vis de ça, est-ce que ça serait pas un effet de mode où justement, là, on est un peu sur le wow effect de l'IA, où on se dit, bah, ça fait des trucs bien, mais du coup, dans 10-20 ans, quand tout ce qui sera sur Internet ou tout ce qui sera produit d'un point de vue vidéoludique, ça ressemblera à la même chose parce que ça s'est auto-scrappé, est-ce qu'il va pas y avoir un retour en arrière? Et du coup, je sais pas. Je sais pas. Et si je peux enchaîner avec une autre question, c'est donc vous travaillez à l'INRIA et vous avez dit que vous travaillez particulièrement sur la sécurité liée à l'intelligence artificielle. Oui. Et donc ça touche la sécurité, c'est vraiment, ça touche peut-être un peu les droits d'auteur, tout ce qui est artistique qu'on vient de parler, mais du coup ça va aussi sur quels axes? Alors, donc sur l'IA qui prend des décisions, donc analyse des données pour prendre des décisions. Donc je vous ai dit, par exemple, en 2012, il y a eu une révolution avec AlexNet, un réseau de neurones qui trouve ce qu'il y a dans une image. Et 2 ans plus tard, on a trouvé que je prends une image d'un panda, je modifie un tout petit peu les pixels, le réseau de neurones, il me dit qu'il y a une autruche. Et moi, quand je regarde l'image, je ne vois pas la queue d'une autruche. La perturbation, elle est imperceptible. Et pourtant, j'ai réussi à leurrer le réseau de neurones. Donc c'est assez difficile à comprendre. Quand l'IA, on dit qu'elle généralise bien, c'est-à-dire qu'elle arrive à prendre les bonnes décisions sur des données qu'elle n'a jamais vues. L'IA, elle est robuste, c'est-à-dire que si j'ajoute du bruit, elle va toujours prendre la bonne décision, majoritairement. Il y a un petit taux d'erreur qui est epsilonesque. Et pourtant, si moi, je sais à quelle IA j'ai affaire, je peux ajouter une perturbation qui ressemble à du bruit, mais ce n'est pas du bruit. C'est vraiment un truc qui est fait pour cette image et pour cette IA qui fait qu'il va se planter. Et le truc, c'est que la perturbation, elle est toute fine, presque imperceptible. Pour faire du sabotage? Pour faire du sabotage. Alors, quand c'est une IA qui doit reconnaître des chats, des chiens, etc., bon, on s'en fiche. Hein. Mais quand l'armée française utilise de l'IA pour détecter des véhicules blindés, des chars, des machins, des trucs, c'est un peu plus... Ou alors, par exemple, il y avait un travail rigolo où il y avait des gens qui ont mis des bouts de scotch sur des panneaux. Et puis, l'IA, c'est aussi dans les voitures autonomes. Bon, voilà. Un panneau stop est devenu limitation 50. Et la voiture, elle fonce. Autre chose aussi, donc la sécurité de l'IA, c'est avant tout se dire, bon, il y a un attaquant. Il y a quelqu'un qui est méchant, voilà, et qui va essayer de leurrer, de faire des choses. Il a un certain but, il a certaines possibilités. Par exemple, il peut modifier mes données d'entraînement. Et donc, il peut modifier des données d'entraînement toutes les images de chat, il va rajouter un petit point rouge en haut à gauche. Donc, le modèle, l'IA, va apprendre ce que c'est qu'un chat, puis il va surtout dire, dès qu'il y a un point rouge en haut à gauche de l'image, moi je dis chat. Maintenant, une fois qu'il est appris, une fois qu'il est déployé, je prends n'importe quelle image de pingouin, de singe, de machin, je mets un point rouge en haut de l'image, il me dit chat. C'est ce qu'on appelle une porte dérobée, une backdoor. Donc voilà, c'est des problèmes de sécurité, comme on dit. Voilà. Et puis après, il y a donc l'utilisation mal intentionnée de l'IA. Donc ça, c'est surtout les IA génératives. Donc utiliser des IA génératives d'images pour faire des deepfakes. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Est-ce que je peux détecter qu'une image a été générée par une IA? Pour dire, non, cette image, elle n'est pas vraie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, en anglais, du forensics, donc c'est l'investigation. C'est un peu comme un médecin légiste, qui a un cadavre et puis qui va trouver les raisons de la mort de la personne. Nous, on regarde les images, on les scrute, on essaie de trouver des traces statistiques qui nous permettraient de dire c'est plutôt des traces de mid-journée. Quand il y a 6 doigts, c'est facile. Quand il y a 6 doigts sur une par exemple. Donc on essaie de trouver des traces statistiques.
Alors, à la fois sur des images réelles, parce que les images réelles, elles ont été prises par un appareil photo, c'est tout un processus de capteur, de compression JPEG, etc. Ça laisse des traces aussi, mais donc quand ces traces-là ne sont pas présentes dans l'image, ça veut dire que elle est générée plutôt. Ou alors, les IA génératives laissent des traces. Voilà. Alors, ce qu'on sait très très bien faire, c'est se dire, est-ce que cette image a été générée par Midjourney? Parce que là, on sait quelles traces on doit regarder. On les a apprises. Par contre, si on dit, est-ce que ça a été généré par une IA générative, mais je ne sais pas laquelle, vu qu'il y en a beaucoup, il faut regarder différentes traces, il y a beaucoup là, le taux d'erreur il monte, et puis c'est surtout de dire, oui, mais demain il y a une nouvelle IA générative, je ne sais pas encore quelle trace elle laisse, et donc du coup, là je suis incapable de répondre. Donc si vous voulez faire des deepfakes, il vaut mieux utiliser DALL-E que Midjourney, par exemple. DALL-E laisse beaucoup moins de traces. Bon. C'est noté. Bon, mais donc il y a quand même une limite. Il y a quand même beaucoup de taux d'erreur. Et donc là, après, l'idée c'est de se dire, ah oui, mais si ces traces, je les organise en fait. C'est-à-dire qu'il y a une loi, donc c'est inclus dans la loi européenne et ça sera inclus dans la loi américaine, qui dit maintenant il faut faire du tatouage d'image. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le tatouage d'image. Ah ça c'est ma spécialité, je suis content. Donc aujourd'hui vous avez vu une image tatouée, mais vous ne savez pas. Si vous vous informez en lisant les journaux, les images dans les journaux sont tatouées. Il y a un message caché dans l'image. Le tatouage, c'est comment cacher une information de manière imperceptible dans les images. Donc dans la presse française, ça existe parce qu'en fait, il y a une boîte qui analyse toutes les parutions de la presse, qui va regarder toutes les photos, qui va détecter le signal de tatouage, qui va retrouver le message caché. Le message caché, c'est une photo de l'AFP, c'est une photo de Reuters, c'est une photo de telle agence de photos. Sur une photo numérique ou même une photo imprimée? Même une photo imprimée. C'est ça, c'est vraiment dans l'image, c'est pas codé. Non, oui. C'est dans l'image. C'est dans l'image. On modifie les pixels de manière imperceptible pour essayer de cacher un message. Et donc après, on fait un reporting, on dit le monde d'aujourd'hui a utilisé une image de l'AFP, et puis donc le monde doit payer l'AFP. Voilà, c'est une facturation automatique qui est faite comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez écouté la télé ou la radio, parce que vous avez entendu, c'était tatoué. Le message caché, c'est la chaîne. Médiamétrie, donc vous savez, c'est une boîte qui vous dit il y a 2,3 millions de Français qui ont regardé le match de foot hier. Alors comment ils font? On ne va pas contacter tous les Français, et en fait ils ont des panélistes, d'accord, des gens qui sont d'accord. À ces gens-là, on donne un tout petit boîtier qu'ils mettent au-dessus de la télé. Dans ce boîtier, il y a un micro qui écoute et qui détecte un signal de tatouage dans l'audio. Et donc le message qu'il va trouver, c'est TF1, France 2. Et donc il se dit, voilà, il est en train de regarder TF1. Et ce boîtier est connecté à Internet, et hop, c'est un mouchard en fait, mais les gens sont d'accord. C'est anonymisé après, et c'est comme ça que Médiamétrie fait ses statistiques. Peut-être que vous êtes allé au cinéma. Dans un cinéma, donc le cinéma numérique, pas les bobines, cinéma numérique, ce que vous entendez est tatoué, ce que vous voyez est tatoué. Le message caché, c'est le numéro de la salle et l'heure. Comme ça, si vous prend l'idée de faire un camcorder, donc une copie du film qui est projeté là, avec votre smartphone ou avec une petite caméra, que vous mettez ça sur les réseaux peer-to-peer, le darknet, machin, etc., Hollywood sait que ça s'est passé dans telle salle à telle heure. Et donc il va taper sur, sur les doigts du gérant de la salle pour lui dire « Tu surveilles un peu plus ton public, s'il te plaît. » Voilà, donc ça c'est des techniques, donc le tatouage ça remonte à la fin des années 90, donc ça a surtout été industrialisé dans les années 2010. Et donc on se dit, il n'y a qu'à faire la même chose avec les IA génératives. Dans la loi, on écrit, si vous vendez un produit commercial qui est une IA générative, il va falloir tatouer, et le message caché, ça sera, c'est une image générée. Voilà. Donc finalement, on essaie d'organiser les traces, quoi. Voilà. Et donc quelque part, il y a un détecteur qui dit, oui, ça c'est une image générée. La question, c'est qui a ce détecteur? Parce qu'a priori, tout le monde est intéressé pour savoir si c'est une image réelle ou une image générée. Mais ça va pas être possible. Donc ce sont, je sais pas, les États,
peut-être les réseaux sociaux, pour éviter qu'ils propagent des images, des fake news, des deepfakes. Peut-être les agences de presse, parce qu'elle ne veut pas, justement, vendre des photos à leur insu qui, en fait, ont été générées, quoi. Donc, ouais. Après, ça n'empêchera pas quand même une personne mal intentionnée de générer une image sans signature, sans tatouage. Ah bah si c'est un peu... Ah bah oui, mais après, donc elle est capable d'avoir sa propre IA, et ça, bon, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est un État russe ou chinois, c'est possible. On peut pas détatouer. Alors, donc justement, une des raisons pour laquelle on se dit mais qui va savoir détecter, c'est qu'effectivement, si on donne en boîte noire l'algorithme qui détecte, donc qui en entrée à une image et qui dit oui ou non, bah effectivement, un attaquant peut utiliser ça comme une espèce d'oracle pour essayer de trouver des perturbations à faire dans l'image pour que c'est plus détecté. Donc c'est pour ça que le détecteur ne peut pas être public. J'ai une question qui s'adresse à toutes les personnes de la salle, aux artistes, mais pas que. Comment est-ce que vous concevez la différence entre l'IA et l'homme? On a parlé de beaucoup de domaines différents, mais qu'est-ce qui fait notre singularité humaine et apporte cette singularité? Là, on vient de parler d'imagination, mais concrètement, comment est-ce que vous faites pour, comme un grand auteur, comme un grand artiste, comme un grand compositeur, mettre en valeur votre singularité et essayer de se préserver tout en connaissant les enjeux des intelligences artificielles, pardon. Oui. Peut-être avoir pas avec l'IA, mais peut-être il peut y avoir un lien avec les maths. Les maths et les arts, c'est finalement créer des choses nouvelles. Dans les arts, c'est des œuvres d'art, et puis en maths, c'est des théorèmes nouveaux. Hein. Donc il y a un processus de création, et donc il y a aussi un processus d'inspiration. Comment je trouve l'inspiration? Comment tout d'un coup, j'ai l'idée. D'où la nécessité de la page blanche, peut-être, ouais. l'écriture. Donc il y a des mathématiciens qui ont écrit là-dessus. Par exemple, Henri Poincaré, il y a le fameux marchepied. Donc c'est un jour, il prend le tramway, il met son pied sur le marchepied, et c'est là il se dit « Ah, mais c'est ça qu'il faut faire !» Il y a Cédric Villani qui explique aussi donc il habite à Lyon, il va souvent à Paris parce qu'il travaille à l'UHP, et donc il prend le train, le TGV, il s'assoit sur le siège, et du coup, la révélation, c'est ça qu'il faut faire. C'est le Eureka, voilà. Et donc Michel Talagrand, qui a eu le prix Abel il y a 2 jours, là, lui il dit, moi, c'est ce moment fantastique où je découvre un truc, où j'ai la révélation. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais 52 ans. Et il a 75 ans. Donc ça veut dire que voilà, il est capable de dire, il y a vraiment des moments fantastiques où où on a une révélation, tout d'un coup, on sait créer quelque chose de nouveau, et c'est un moment qui est énormément jouissif, mais rare. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut encore en discuter longtemps. Je vous invite du coup à peut-être discuter entre vous si vous voulez aller plus loin, parce qu'après c'est aussi chacun peut prendre son avis sur le sujet. En tout cas, je pense qu'on a eu un bon socle de connaissances là pour vraiment merci beaucoup. Bravo. Merci.